pesticides et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que les populations et les agriculteurs soient protégés et que la nature aussi soit protégée. Voilà. Donc j'ai été un peu bref sur la présentation de nos associations, mais au fur et à mesure, bon, je pense que chacun dira d'où il parle, et voilà. On a un petit souci de micro, il manque des piles. Donc on n'a qu'un micro. On vous le fera passer ensuite. Vous entendez là ou pas? Oui, oui. Impeccable. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'avoue qu'il y a 10 minutes, il n'y avait pas grand monde dans la salle. Et je vois que vous êtes arrivés tous just in time, donc bravo. Peut-être il y en a d'autres qui arriveront en cours de route. Voilà, donc cette première table ronde sur les conséquences des pesticides sur la santé. Donc j'imagine qu'une grande partie d'entre vous ont déjà vu voir le film Secret toxique dont on vient de parler là, qui parle d'une des failles particulières qu'il y a au niveau de l'utilisation des pesticides, c'est-à-dire le système d'homologation des pesticides, qui fait qu'on se retrouve avec un certain nombre de problèmes de santé dont on va pouvoir débattre maintenant, bien qu'à la base on ait des produits qui soient homologués et avec des autorisations de mise sur le marché pour l'usage dans l'agriculture. Voilà, donc Génération Future, vous connaissez, ça fait une quinzaine d'années qu'on s'occupe des pollutions chimiques en général et des pesticides en particulier. Et on a donc aujourd'hui 3 invités pour cette première table ronde. Donc Franck Grinchet-Girolet, qui est président de Avenir Santé Environnement. Donc on va commencer par lui, et puis après on aura Pierre-Michel Perrineau, président d'Alerte des médecins sur les pesticides. Alors c'est pas marqué dans le programme, mais quelque chose me dit qu'il a été médecin généraliste dans un passé pas très très lointain. Et puis Louis-Adrien Delarue, qui est médecin généraliste en activité sur Angoulême. Voilà, donc on va leur laisser la parole une dizaine de minutes chacun. Et ensuite, j'imagine que vous aurez des questions et qu'on cherchera à échanger, à élargir un petit peu le débat sur cette première table ronde, conséquences des pesticides sur la santé. Franck. Bonjour, merci à tous et merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de venir chez les voisins charentais, puisqu'on est de Charente-Maritime, on est situé autour de La Rochelle. Notre association est donc maintenant basée à Périgny, dans l'agglomération de La Rochelle. Et c'est une association qui s'est montée en 2018 suite à l'apparition d'un excès de risque de cancer pédiatrique. Excès de risque qui a été avéré par une étude INSERM, c'est-à-dire que les médecins du CHU de Poitiers ont levé le doigt en voyant trop d'enfants arriver de la même commune. Et ce collectif est né de la volonté des familles de ces enfants et des riverains avoisinants d'essayer de comprendre ce qui pouvait se passer dans leur environnement. Donc en 2018, on cherchait les polluants environnementaux, peut-être une cause, à l'époque, au tout départ, une cause commune à tous ces cas de cancer pédiatrique. Puis on a très vite compris que l'effet cocktail peut être dévastateur pour la santé et que l'effet cocktail est très dur à quantifier. Du coup, on s'est donné comme mission de lutter contre tous les facteurs environnementaux qui peuvent porter atteinte à la santé et qui peuvent aussi aggraver ou déclencher des pathologies, notamment les cancers, chez les enfants. Pour bien comprendre, donc l'agglomération de La Rochelle, certains d'entre vous connaissent, je pense peut-être presque tout le monde, c'est une grande et belle ville, mais tout autour de La Rochelle, on a des bourgs entre 2000 et 5000 habitants qui sont au milieu des plaines céréalières, où on a un usage massif de pesticides et qu'on documente de plus en plus. Donc nous, notre territoire, moi je suis là aussi pour apporter ce témoignage-là, notre territoire peut montrer justement cet impact, puisqu'on a une volonté des politiques au niveau local de financer des études, et notamment des études sur la qualité de l'air, qu'on a depuis 2019. C'est pas une obligation de financer des études sur la qualité de l'air en termes de pesticides, mais en 2019, cette étude a été financée par l'agglomération et a mis en évidence, c'était 33 pesticides dans l'air. Donc là, ça nous a interpellés. Nous ne luttons pas que contre les pesticides, on lutte contre tous les facteurs environnementaux, y compris les pollutions industrielles. Mais là, pour la première fois, on avait une alerte
grande échelle, 33 pesticides dans l'air, et puis on a commencé à s'intéresser aux failles qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire que la non prise en compte de la toxicité chronique de ces produits, c'est-à-dire sur le long terme, on peut respirer des pesticides à petite dose, mais sur le long terme, ça peut être dévastateur pour la santé. Ce n'était pas pris en considération dans les politiques de santé. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas de normes sur la qualité de l'air. C'est-à-dire que peu importe la quantité de pesticides qu'on peut retrouver, on n'a pas de seuil à ne pas dépasser. Et ça a été des inquiétudes citoyennes qui sont arrivées très vite quand on s'est rendu compte de ce qu'étaient réellement ces pesticides-là. Donc pour la majorité d'entre eux, c'était... la majorité d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens. Certains produits sont des CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Certains sont des neurotoxiques. Et on s'est rendu compte que tous ces produits bénéficient d'autorisation de mise sur le marché de façon légale et que les agriculteurs ne sont pas dans l'illégalité en les utilisant. Voilà. Donc l'effet cocktail de toutes ces molécules nous a posé un sérieux problème. On s'est rendu compte aussi que tous les pesticides qui sont interdits, je prends un exemple qui est simple, c'est le lindane qui est interdit depuis 1998, on le retrouve dans 100% des prélèvements qu'il y a eu sur la qualité de l'air dans l'ONIS. C'est-à-dire que par effet de rémanence, à chaque fois qu'on gratte les sols et qu'on laboure, ça remonte dans l'air. Et ce produit qui est interdit et qui est cancérigène se retrouve mélangé à tous les autres produits qu'on a dans l'air. Et ce sont ces produits qu'on respire, nous, nos enfants, les agriculteurs, tout le monde. Donc on a eu cette alerte en 2019. Les premières questions sont arrivées auprès de la Chambre d'agriculture pour essayer de comprendre. La Chambre d'agriculture n'avait jamais eu de tels résultats. Et ils nous ont dit que ça pouvait peut-être s'expliquer par en fait, la météo. Une année très pluvieuse, donc pas possible de labourer, donc on met beaucoup de pesticides pour essayer de désherber. Et alors nous, on est assez bêtes et disciplinés, on a demandé des études comparatives d'année en année. Et on a eu une année blanche en 2020 puisqu'il y avait le Covid, et en 2021 on a eu la deuxième étude comparative, et de 33 pesticides on est passé à 41 pesticides, avec des hausses considérables en quantité de pesticides, dont le record de France d'herbicides, notamment le prosulfocarbe, avec des taux jamais vus ailleurs en France. Voilà, sur les sites quantifiés, pour les sites testés. Donc là, deuxième alerte massive pour nous. C'est-à-dire que normalement, si vous vous rappelez bien, on a un plan éco-phyto qui devait viser une réduction des pesticides, et nous, on arrivait à quantifier en 2 ans une hausse des molécules, une hausse de quantité, donc une incohérence finalement sur ce qui nous était dit. Et la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime est venue aux réunions et nous a dit oui, mais rendez-vous compte, l'autre fois il pleuvait un peu trop, puis là c'était trop sec, il y avait des sécheresses, donc les produits sont très volatiles et on les retrouve en quantité. Donc finalement, des excuses on en a entendu, mais pour expliquer la quantité, mais la réalité c'est qu'on a un usage massif de ces produits-là, qu'ils ne se contentent pas d'être juste sur les champs, qu'on en a dans l'air, on en a aussi une problématique sur l'eau, puisque notre association a porté plainte pour une pollution d'un puits de captage au chlortoluron. Donc le chlortoluron, c'est un herbicide qui est classé comme CMR aussi. On a retrouvé 130 fois la norme de qualité dépassée à ce point de captage, et cette eau a été distribuée à 5000 habitants pendant 12 jours avant que l'ARS fasse fermer le point de captage. Donc la pollution aux pesticides est systémique. On en retrouve partout. On a eu en parallèle des collectifs de riverains qui ont autofinancé des tests dans les potagers chez eux, et ils ont trouvé aussi du chlortoluron, du prosulfocarbe en quantité telle que si ça avait été des produits destinés à la consommation, les LMR auraient été largement dépassés, on aurait dû jeter les produits. Voilà un peu la réalité de ce qui se passe dans les plaines céréalières. Donc nous, on s'est décidé à prendre le sujet à bras-le-corps. On a rejoint la coalition Secret Toxique, puisqu'on s'est rendu compte que en fait, les agriculteurs eux-mêmes déjà en sont les principales victimes, que deuxièmement, c'est pas en les montrant du doigt l'agriculteur lui-même avec son tracteur qu'on va changer la réglementation, que le problème de réglementation est bien plus large et se joue au niveau français mais surtout au niveau européen, et qu'il y a énormément de failles. Et voilà un peu le combat qu'on mène de ce côté-là sur les pesticides. On a été écouté de plus en plus par l'agglomération de La Rochelle. On a maintenant un élu dédié à la santé environnementale. On a une agglomération qui inscrit dans ses politiques un objectif de sortie des pesticides et un objectif d'arrêt des produits CMR. Donc pour nous, c'est un peu une victoire, puisque finalement, on a une prise de conscience assez massive. Et malgré tout ça, on a eu encore une grosse alerte, mais que beaucoup de territoires ont connu en France, concernant le métabolite de chlorothalonil,
qui est un métabolite de dégradation qu'on retrouve dans énormément d'eau de consommation sur le territoire français, qui a conduit à la fermeture de tous les points de captage de l'agglomération de La Rochelle à l'automne dernier. Par principe de précaution, l'agglomération de La Rochelle a décidé de fermer tous les points de captage. Donc maintenant, toute l'eau du Nord Charente-Maritime vient du fleuve Charente. Vient du fleuve Charente via des usines de dépollution. Et ces usines de dépollution, enfin nous on trouve que c'est pas... En fait, c'est pas viable à long terme. Je m'explique, il y a 2 ans, on a quantifié, c'est du phosphétyle, c'est un fongicide de la vigne, dans le réseau d'eau potable de la ville de La Rochelle. Alors, on a dépassé 2 fois la norme de qualité, on n'est pas dans des seuils très très importants. Mais ce qui pose question, c'est que le phosphétyle, on n'en utilise pas, ou très peu, autour de La Rochelle. Et en fait, le phosphétyle, il a été charrié par le fleuve Charente, et en plein été, quand le niveau de la Charente a diminué, et ben les pollutions, on n'arrive pas à les enlever via les usines de dépollution. Et c'est-à-dire que même les pollutions qu'on a dans le fleuve, on les envoie dans le réseau d'eau potable. Donc, la problématique d'alimentation en eau potable des populations se pose sur le nord de la Charente-Maritime, mais pas que. Et en fait, on milite, nous, vraiment de façon réelle, avec tous les collectifs en France qui prônent la même chose, c'est-à-dire pour une véritable transition agricole. On pense que les moyens devraient être réorientés, mais je pense que nos amis des tables rondes suivantes l'expliqueront. Les moyens financiers devraient orienter, puisqu'on ne peut pas continuer, ce modèle-là n'est pas viable ad vitam aeternam, ça impacte les populations, et plus ça va aller, plus on va pouvoir quantifier l'impact de ces produits-là sur la santé humaine. Et la sortie des pesticides est pour nous inévitable, ça serait un objectif qu'on devrait se fixer collectivement, puisque les objectifs de réduction ne suffisent plus. C'est-à-dire que nous, les molécules qu'on quantifie, il faut bien comprendre, dans l'eau et dans l'air autour de La Rochelle, il y a des molécules qui sont déjà interdites depuis 10, 20 ou 30 ans. Et même si on réduit la quantité de molécules, enfin, ou la quantité épandue sur les territoires autour de La Rochelle via un plan éco-phyto, et qu'on ne va pas vers un arrêt, et ben ça ne réglera pas le problème, parce que les produits épandus là, en 2024, on les retrouvera dans 10, 20 ou 30 ans. Voilà, merci. Merci Franck pour cette introduction qui parle de l'eau, et ben, on a tous besoin de boire, donc c'est vraiment, ça nous touche tous. Donc je sais pas, peut-être quelques petits termes qui ont été utilisés. Donc LMR, c'est les limites maximum de résidus. Donc c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser de résidus de pesticides dans l'alimentation ou dans l'eau, sous peine d'interdire la commercialisation et que ce soit jugé impropre à la consommation. Donc on pourrait parler de la façon dont elles sont fixées ou pas. Alors Pierre-Michel, écoute, je te passe la parole, carte blanche. Carte blanche samedi après-midi, alors de quoi je vais vous parler? Je voulais vous... En fait, je me demandais un peu comment prendre le sujet, et puis je me suis dit que finalement, je n'allais pas me compliquer la vie, et j'allais vous parler de l'appel que va lancer l'association la semaine prochaine, dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, parce qu'il résume, enfin en tout cas, il nous semble, qu'il résume à peu près l'état de ce que l'on pense et l'état de ce qu'on connaît. Alors cet appel, ça sera un appel de soignants, de 500 soignants, qui sera publié lors de la semaine des alternatives aux pesticides. Et il part d'un premier phénomène qui est une indignation totale devant le choix politique qui vient d'être fait récemment, de mettre à la poubelle toutes les données scientifiques publiées ces dernières années. Alors je m'explique. On a eu en 2022 une expertise de l'INRAE qui a été publiée et qui portait sur l'effet des pesticides sur la biodiversité. Cette expertise, qu'est-ce qu'elle disait en gros? Elle disait que tous les milieux, c'est ce que vient de dire Franck, tous les milieux, l'air, l'eau, les sols, sont contaminés par les pesticides. Et avec eux, le biote, c'est-à-dire la vie qui y vit, entre guillemets. Ça, c'est la première donnée. Le deuxième fait, c'est que tous les niveaux biologiques des vers de terre, en passant par les insectes, en passant par les oiseaux, les amphibiens et en allant jusqu'aux mammifères, tous les niveaux biologiques
sont impactés par les pesticides. Tous. Avec des mécanismes d'action qui ressemblent tout à fait à ce qu'on retrouve chez l'homme, c'est-à-dire des effets neurotoxiques et des effets perturbateurs endocriniens. Voilà. Avec, en aval, des perturbations des écosystèmes qui sont liées aux atteintes de ces populations-là. Ce qui nous fait dire maintenant, nous, que les premières victimes des pesticides, c'est... on avait coutume de dire c'est les agriculteurs. Les premières victimes des pesticides, c'est la biodiversité et les agriculteurs. C'est pas que les agriculteurs. Donc ça, c'était la première expertise, l'expertise de l'INRA, qui met au-delà du fait que, enfin, une fois que vous touchez à la biodiversité et à l'équilibre des écosystèmes, vous mettez aussi en péril les conditions futures d'une agriculture, je veux dire, quelque part, et en dehors de considérations encore plus importantes, puisqu'on touche au vivant, c'est bien l'équilibre du vivant qui est en cause. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a eu une autre expertise que l'État s'est permis de mettre de côté, qui est l'expertise INSERM. Alors l'INSERM, vous connaissez, l'Institut national de recherche médicale. Ils avaient fait en 2013 une expertise sur pesticides et santé, et ils ont fait en 2021 une actualisation de la première expertise. Je vais laisser la parole à Louis-Adrien pour vous détailler ça, juste pour vous dire que le premier enseignement de l'actualisation, ça a été que aucun des éléments mis en évidence en 2013 n'a été invalidé dans la seconde. Je te laisse peut-être détailler. Merci. Et après, je te redonnerai la parole pour la suite. Ouais, on n'a pas tenu tes 10 minutes. Et moi, je suis capable d'être bavard. Oui, donc pour poursuivre les propos de Pierre Michel, là, moi, je vais vous décrire, alors c'est pas un inventaire à la Prévert, c'est pas très marrant, c'est les maladies, l'impact sanitaire des pesticides sur la santé humaine, en sachant que, comme il vient d'être dit, l'INSERM avait fait une première expertise collective en 2013, elle l'a refaite en 2021, c'est plus de 5000 publications scientifiques qui ont été passées au crible de l'analyse critique et à la loupe. Et donc là, on parle bien de faits scientifiques et pas d'opinion, puisque vous savez que les lobbies industriels et certains relais, parfois médicaux, essayent de fabriquer le doute ou de fabriquer le mensonge. Et nous, on est là pour rappeler, en tant que collectif de soignants indépendants, les faits scientifiques. Et les faits scientifiques, c'est donc plus de 5000 publications passées à la loupe. Et l'INSERM 2021, non seulement confirme les données de 2013, mais finalement aggrave ses conclusions. Et il y a de fortes chances que si, et ce sera peut-être le cas un jour, il y aura de nouvelles expertises qui réévalueront et on verra la liste des pathologies s'agrandir et les niveaux de preuves scientifiques s'accentuer. Alors, sur la description des maladies en tant que telles, on peut catégoriser trois types de... Comment dire, on peut catégoriser les données scientifiques sur les impacts sanitaires selon trois catégories. Les professionnels d'agriculture, les gens qui travaillent dans les jardins, etc. La population générale, et puis une partie spécifique de la population générale, que sont les riverains. Et puis après, on dichotomise adultes et enfants, parce que les données ne sont pas tout à fait les mêmes, même si elles sont complémentaires. Alors par exemple, pour les professionnels, les agriculteurs, l'INSERM 2013 avait prouvé 13 pathologies liées aux pesticides, et aujourd'hui elle en prouve 18 ou 19, elle en recense 18 ou 19. Elle évalue les niveaux de preuve. Donc vous avez des niveaux de preuve plus ou moins forts, plus ou moins faibles. Mais on a de plus en plus de niveaux de preuve forts pour ces maladies. Et donc, pour les niveaux de preuve dits forts, on reconnaît les maladies suivantes. La maladie de Parkinson, le cancer de la prostate, et les cancers du sang, que sont le myélome, qui est un type de cancer osseux, et le lymphome non-hodgkinien. Ce sont d'ailleurs des pathologies qui ont droit à des déclarations de maladies professionnelles. Et puis, l'expertise 2021 rajoute maintenant les bronchites chroniques obstructives. Alors ça, c'est ce qu'on voyait avant que chez les fumeurs, de longue date. Et bien maintenant, on les voit dans les populations de professionnels de l'agriculture. Et puis, on rajoute les tumeurs cérébrales. Donc ça, c'est aussi une nouveauté sur l'expertise 2021. Donc vous voyez en fait comment ça s'accumule. Et puis après, il y a des maladies dont on parle, qu'on démontre comme étant liées aux pesticides avec un niveau de preuve, on va dire, intermédiaire. Et peut-être un jour ce sera fort. Ce sont les maladies d'Alzheimer, les troubles de la fertilité et les leucémies, toujours chez les agriculteurs et les agricultrices. Et puis on ajoute 3 cancers en 2021, les cancers de vessie,
les cancers du rein et les sarcomes, qui sont des types de cancers musculaires. Pour les enfants, qui sont dans le ventre de la maman, qui est exposée professionnellement, avec des niveaux de preuve forts, on décrit les tumeurs cérébrales et les leucémies, et les malformations congénitales. Donc là, il y a différents types de malformations. Et puis, on ajoute avec un niveau de preuve dit intermédiaire, les morts fétales, donc les morts in utero, et les troubles du neurodéveloppement. Donc ça, c'est les retards de langage, divers et variés, des TDAH, donc déficit attentionnel, etc., les autismes, etc., pour ces enfants-là. Sur la population générale, alors, sur la population générale, je parlerai des riverains après, avant de redonner la parole à Pierre Michel, mais sur la population générale, le niveau d'exposition, lui, c'est pas tant l'air, ça peut l'être bien sûr, mais l'imprégnation aux pesticides pour la population générale, c'est par le biais de l'alimentation. Et les données étaient très pauvres sur l'expertise 2013, et aujourd'hui, elle s'est renforcée, cette expertise, puisqu'en 2021, 8 ans plus tard, on a des données beaucoup plus nombreuses, et aujourd'hui, avec un niveau de preuve dit intermédiaire, on démontre dans la population générale que l'impact des pesticides favorise les maladies de Parkinson et les maladies d'Alzheimer, les démences, les tumeurs cérébrales de type méningiome, qui sont des tumeurs à la base bénignes, mais enfin qui donnent des gros soucis de santé, parce que quand il faut les retirer, ça crée des épilepsies, enfin voilà, toutes les conséquences que ça peut induire liées aux opérations en déficit neurologique. Et puis les asthmes. Alors je vous ai dit, chez les agriculteurs, ça va être les bronchites chroniques obstructives, comme les vieux fumeurs, mais dans la population générale, on a de plus en plus d'asthmes, et pour ma pratique, je le remarque de plus en plus, des asthmes explosent à l'âge adulte, en particulier, alors qu'avant on nous expliquait pendant les études de médecine que si ce n'était pas arrivé dans l'enfance, ça ne pouvait pas être des asthmes à l'âge adulte, il fallait trouver d'autres diagnostics. Bon, puis il y a un cas qui est quand même, que vous connaissez sans doute tous par rapport aux Antilles, puisqu'il y a eu des épandages très très longtemps de chlordécone pour lutter contre le charançon du bananier, avec aujourd'hui une invasion de cancer de prostate, alors que le chlordécone est interdit maintenant depuis 92, je crois. En tout cas depuis une trentaine d'années, quoi. Et puis donc toujours dans la population générale, pour les enfants qui ont été exposés in utero dans l'utérus pendant la grossesse de la maman, on trouve maintenant des tumeurs, avec un niveau de preuve fort, on a des tumeurs cérébrales et des leucémies. Et puis avec certains pesticides, on a pu démontrer des troubles du neurodéveloppement, là aussi avec des retards de compréhension verbale et d'attention, comme pour les populations professionnelles exposées enceintes. Pour les riverains, avec des niveaux de preuve plus faibles, pour l'instant du moins. Chez les adultes, on parle de syndrome parkinsonien chez les riverains. Il y a plusieurs études qui nous donnent des signaux d'alerte depuis plusieurs années. Et puis pour les enfants riverains, des troubles du spectre autistique. Et enfin, on a une dernière étude, et là je vais repasser la main à Pierre Michel, qui est l'étude GeoCap-Agri de l'INSERM 2023. Merci. Peut-être avez-vous entendu parler de cette étude. C'est une étude qui avait fait suite à l'affaire de Prégnac. Prégnac, c'est un petit village de Gironde, dans lequel l'institutrice avait signalé qu'elle trouvait anormal le nombre de cas de cancer qu'elle voyait parmi les gamins de l'école. Et donc elle a signalé ça au maire qui avait fait son boulot, qui avait remonté l'affaire à l'ARS, etc. Et à l'époque, l'Institut de veille sanitaire, qui maintenant est dilué dans l'ANSES, n'avait pas voulu pousser les investigations. Donc notre association a été montée au créneau, on avait été alerté par une salariée agricole du coin, Marie-Lise Biberan, qui connaissait l'histoire de ce rapport, nous on n'avait pas fait attention. Et donc on a contesté ce truc-là, parce que effectivement ils avaient raison, on ne peut pas discuter sur 4 communes, mais en revanche, on parlait de cancer de l'enfant, or on dispose d'un registre national des cancers de l'enfant, et on parlait de situations d'exposition quand même assez particulières qui étaient en territoire viticole. Donc on leur a demandé de faire une étude sur la France entière, en région viticole, pour regarder si oui ou non il y avait cet excès de leucémie. De cancer. Il y a plusieurs cancers en cause. L'étude est officiellement sortie en fin d'année 2023 et montre que pour chaque augmentation de la densité de vie de 10% dans un rayon d'1 kilomètre autour du lieu de résidence de l'enfant, mais il y a une augmentation du risque de leucémie de 5 à 10%. Et on retrouve à peu près la même chose pour une autre variété de cancer de l'enfant qui sont les tumeurs neuroembryonnaires. C'est un deuxième volet de l'étude GeoCap, Agri.
Le troisième volet va porter sur les tumeurs cérébrales, mais il n'est pas, pas encore terminé, il n'est peut-être même pas commencé. Voilà. Donc, quand on avait, nous, contesté ce rapport de l'INVS, on se disait que, on en parlait tout à l'heure avec Franck, ça portait sur quelques cas sur une commune. C'est à peu près le même nombre de cas que vous avez, vous, sur la commune de Saint-Rogatien. Et c'est en interrogeant des statisticiens qu'on avait... Parce que nous, on avait une opinion un peu pifométrique, quoi, celle que vous auriez vous aussi. C'est parce qu'on est médecin qu'on sait manier tout ça. Donc on avait interrogé des statisticiens et qui nous avaient dit le hasard peut expliquer les choses, mais la probabilité que le hasard explique ça, elle est quand même très très faible. Donc certains statisticiens nous avaient conseillé d'y aller. Et donc, les pouvoirs publics savent très bien ça. C'est-à-dire que si nous, on a été capables de poser la question, eux aussi, ils ont des gens bien plus qualifiés que nous et qui sont capables de voir ces choses-là. Donc ce qu'on en retient, nous, c'est que si on ne va pas les mordre au mollet, ben, il ne se passe pas grand-chose. Mais ce que je retiens surtout, c'est que, bien que l'étude ait été publiée, on l'a par exemple invité l'INSERM à Bordeaux pour la présenter, lors de rencontres secrets toxiques aussi, et il n'y avait pas la presse. C'est-à-dire que tout se passe comme si maintenant il fallait l'oublier. Voilà. Donc, je suis parti de l'appel qu'on lance la semaine dernière, j'ai pas perdu mon fil. C'est exactement... Comment ? La semaine prochaine, pas dernière. C'est vrai, il y en a qui suivent, Donc, la semaine prochaine, on lance un appel de soignants. Justement parce que toute cette littérature, toutes ces données qui viennent juste d'être mises de côté par les récentes mesures. Donc voilà, on a réuni un certain nombre de personnes de l'INSERM également pour soutenir notre appel, une vingtaine de chercheurs appuient l'appel. Mais ce qu'on voulait, c'est aller au-delà de l'indignation. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est proposer à nos collègues un certain nombre de chantiers. C'est-à-dire d'actions sur lesquelles eh bien, on va se mettre on va chercher localement les moyens de la faire avancer. La première action dont je vais, et ça me donnera l'occasion de repasser le micro à Louis-Adrien, c'est la question des ordonnances vertes. Les ordonnances vertes, c'est ce principe qui veut que d'abord, sur le plan scientifique, les données portant sur l'effet des toxiques au sens large, pas que les pesticides, mais les pesticides en font énormément partie, les données portant sur les effets toxiques des pesticides pendant la période de la grossesse, et pour être tout à fait carré, il faudrait dire même un peu avant la grossesse, en phase préconceptionnelle, ces données-là font absolument consensus. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On sait maintenant très bien que ce qui se passe là, ça impacte des fonctions qui ne se verront pas forcément à la naissance, qui peuvent se voir, hein, comme des troubles du neurodéveloppement petit à petit, mais ça peut être aussi des fonctions qui vont, des perturbations qui vont émerger beaucoup plus tard dans la vie, voire à la génération suivante. Ça a été montré en particulier chez l'animal, et on a des exemples en santé humaine à partir du maniement d'un médicament qui s'appelle le Distilbène, qui a été étudié sur plusieurs générations et dont on sait que les effets apparaissent sur plusieurs générations. Donc, voilà. Le premier exemple, c'est les ordonnances vertes, et je laisse à... Donc j'ai dit que, oui, pardon, j'ai pas fini ma phrase, j'ai dit que ça s'appuyait sur le fait qu'il y avait des données scientifiques importantes, et ce que l'on veut donc, par ces fameuses ordonnances vertes, c'est donner une information aux couples désirant un enfant, portant sur la nature des perturbateurs endocriniens notamment, et le moyen et un panier bio fourni tout le long de la grossesse. Alors, ça touche à plusieurs fibres pour nous, c'est-à-dire ça touche d'abord au fait qu'il faut lutter contre les inégalités sociales de santé. C'est pas parce qu'on va promouvoir un message de santé qui va être accaparé par les plus en difficulté d'entre nous. Et même en général, c'est le contraire. Donc il nous semble important dans cette action qu'on veille à ça, et c'est pour ça qu'on demande la fourniture d'un panier. Et le deuxième, je m'en souviens plus, je ne sais plus ce que c'est, tu vas compléter. Je te laisse la parole. Ah, merci. Je sais pas si ça fonctionne. Non, mais c'est pour leurrer l'animateur sur nos 10 minutes. Comme ça, oui, on va faire plus. Oui, donc
ça me permet de revenir sur un point. Tout à l'heure, j'ai parlé des impacts sanitaires sur les études de l'INSERM des pesticides. Sauf qu'en fait, j'ai quand même oublié un truc important, c'est les effets des pesticides. Enfin, beaucoup de pesticides ont des effets perturbateurs endocriniens. Ça veut dire perturbateur du système hormonal. Le système hormonal, c'est un système de messagerie interne, de messagerie chimique qui fait fonctionner les organes entre eux en association avec le système nerveux et le système immunitaire. Et donc c'est ça dont parlait Pierre-Michel, puisque ce pouvoir de perturbation hormonale de molécules chimiques, puisque la perturbation hormonale c'est un mécanisme, c'est pas une molécule en tant que telle, c'est pas une famille chimique, la perturbation endocrinienne, c'est donc un mécanisme, va impacter, va être le plus puissant sur des périodes de vulnérabilité, et en particulier la période préconceptionnelle et fétale, et la petite enfance. Et donc, on essaye de mettre en place des actions par rapport à ça. Alors moi, il se trouve que j'ai une casquette, je vais partir d'un exemple concret, donc c'est ce que j'ai fait en Charente, puisque moi, je coordonne un groupe de travail d'infirmières de santé publique sur la Charente, qui dure depuis 4 ou 5 ans, on a eu le Covid qui nous a mis un peu en pause, pour les sensibiliser et les former à l'impact, enfin, aux preuves scientifiques des impacts des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et des pesticides. Et l'idée, c'est qu'ensuite, elles puissent je les ai formés aussi, enfin, je les ai co-formés, on les a formés à plusieurs, sur qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative. Et donc l'idée, ça a été de créer une consultation dédiée aux femmes enceintes. Pour l'instant, on en est là. Donc, moi, j'ai une infirmière de santé publique dans mon cabinet, et ça fait plusieurs années maintenant qu'elle fait une consultation dédiée. C'est-à-dire que dès que j'ai un diagnostic de grossesse ou un projet de grossesse, il y a une affiche dans la salle d'attente qu'on a créée avec une infographiste, etc. Et la personne est dirigée vers cette infirmière de santé publique, au même titre que le suivi classique de la grossesse. Et donc là, en fait, le plus tôt possible, on informe sur ce qui peut générer des soucis de santé sur le bébé et sa future vie d'adulte, pour trouver des alternatives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en Charente sur quelques consultations, quelques cabinets. Et actuellement, on crée une formation, on est en cours de créer une formation nationale pour essayer justement de nationaliser ces consultations d'infirmières de santé publique dans le maximum de cabinets de médecine générale. Et il se trouve que je donne des interventions dans les maisons de santé pluridisciplinaires de Charente, en l'occurrence. Et un jour, travaillant avec une de ces infirmières de santé publique dans mon groupe de travail qui travaille à Roumazières, le médecin qui lui est associé me dit « c'est bête que vous fassiez ce travail-là, moi j'ai une infirmière de santé publique qui connaît bien ces sujets avec toi, et comment on pourrait transformer, comment on pourrait se sensibiliser nous ?» Je dis « c'est simple, on fait une intervention dans ta maison de santé ». Donc l'an dernier, j'ai fait une intervention avec une des collègues de l'infirmière de santé publique auprès de leur maison de santé pluridisciplinaire. Il y avait les pompiers, il y avait différents soignants, les pharmaciens, etc. Et puis ça leur a beaucoup plu, ça leur a parlé. Et ils se sont dit comment on concrétise les choses au-delà de la consultation dédiée aux femmes enceintes. Et puis mon collègue généraliste, un jour, regarde une émission à la télé sur les ordonnances vertes, qui est le dispositif lancé par Strasbourg, où on offre un panier bio aux femmes enceintes tout au long de la grossesse, en même temps que 2 consultations de sensibilisation aux femmes enceintes, à leurs compagnes ou à leurs compagnons, pour la grossesse. Et ce médecin, en voyant ça, s'est dit, on est sensibilisé à ça, je vois cette information à la télé, pourquoi on ne la ferait pas sur notre territoire de Haute-Charente? Et puis, on a parlé avec la maire de sa commune, donc la maire ça s'appelle plus Roumazières, ça s'appelle Terre de Haute-Charente, donc en Nord-Charente. Et puis il m'a rappelé en disant Banco, elle me suit à fond la caisse sur ce sujet, il faut mettre ça en place. On a trouvé la maraîchère bio et locale qui peut ensuite donc créer ce débouché d'offres de panier. Et donc le 11 avril, je vous invite à venir si vous le souhaitez, ou vos connaissances, on fait à nouveau une conférence, cette fois-ci qui est grand public, pour lancer ce dispositif ordonnance verte. Et donc tous les professionnels de santé qui sauront qu'une dame est enceinte sur les communes de cet agglomérat de communes qui est territoire Haute-Charente. Donc ça peut être, vous allez à la pharmacie, vous êtes enceinte, etc. Dispositif ordonnance verte, je vous fais une ordonnance qui va vous permettre d'aller chez la maraîchère, prendre vos paniers bio une fois par semaine, gratuit, pendant 7 mois de grossesse. Et si elles acceptent ce dispositif, elles vont consulter l'infirmière de santé publique au sein de la maison de santé pour avoir 2 séances de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens, la pollution chimique aux pesticides, etc. Voilà une déclinaison concrète. Et là, en fait, de ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai qu'on alerte, et parfois on se sent impuissant sur ce qu'on peut faire.
Et là, en tout cas, il y a une motivation locale qui permet, avec la mairie, avec la collectivité publique, avec des soignants de terrain, avec des experts entre guillemets qui peuvent apporter de l'information, ce regroupement de gens qui sont motivés, ça permet de faire une déclinaison concrète. Et donc, on est la première commune de Charente et peut-être la deuxième commune du territoire après Strasbourg à lancer ce dispositif-là qui va commencer incessamment sous peu. Je finis mes 10 minutes. Je suis à 3 minutes 50. Prépare-toi, Franck, je te redonnerai la parole après. Donc l'appel, vous l'avez compris, c'est de proposer aux soignants, enfin c'est de leur proposer, c'est de leur dire il faut qu'on se retrousse les manches. Il faut qu'on se retrousse les manches sur un certain nombre d'affaires qui sont dans lesquelles on a une responsabilité. Dans cette histoire des ordonnances vertes, il y a aussi les histoires d'alimentation. On a beaucoup parlé, pendant les manifestations agricoles, ils ont beaucoup parlé de la loi Egalim qui n'était pas mise en œuvre correctement. Mais il y a un volet de la loi Egalim qui est quasiment jamais mis en œuvre, c'est les 20% de bio et 50% de local dans les cantines. Dans la restauration collective, pardon. Notamment dans les cantines scolaires. Donc là aussi, il faut s'en occuper. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, l'alimentation, c'est le principal vecteur des résidus de pesticides. Et l'enfance est avec la grossesse, est une des périodes à risque les plus importantes, et jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc là, il y a un rôle énorme de l'alimentation, et ça me permet d'insister sur le deuxième point que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que, et ça j'imagine que vous l'avez compris aussi, c'est que pour nous, la bio fait partie de la solution, c'est évident. Et c'est pour ça qu'on veut apprendre aux soignants à tresser des solutions dans lesquelles il y a la promotion de l'alimentation biologique. Donc, ordonnance verte, alimentation, action sur les maladies professionnelles, ça aussi c'est complètement de notre responsabilité, et il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles. Bon, s'il y a des questions, je reviendrai dessus. Action concernant les riverains, je ne reviens pas sur Géocap, mais il y a vraiment il faut reprendre cette question, puisque pour l'instant c'est complètement bloqué au niveau national. Le ministère de la Santé affichant même clairement qu'il perd régulièrement tous ses arbitrages face au ministère de l'Agriculture. Bon là c'est sûr qu'on ne l'a pas entendu beaucoup dans ces dernières semaines. Donc ça va être un peu difficile. Nous, ce qu'on avait imaginé, c'était de partir à partir de la question des écoles, puisqu'on a une étude qui est partie d'un cas de cluster de l'enfant mise en évidence à partir d'une école. Ce qu'on disait, c'est qu'on pourrait essayer de mixer la crise viticole actuelle, le fait qu'il y a des nécessités d'arrachage de vignes, etc., avec des distances de protection. Ça, c'est pour les régions viticoles, mais ailleurs, ça serait autre chose, avec des distances de protection pour les écoles. Mais bon, ça aussi, c'est un chantier à reprendre. Et le dernier chantier, c'est évidemment celui de la réglementation. Mais je m'arrête là, sinon ils vont critiquer. Personne n'est encore sorti dans la salle, donc je suppose que c'était perçu comme très intéressant vos interventions, donc merci beaucoup. Peut-être Franck, si tu veux compléter ou reprendre un petit peu, où est-ce qu'on... Non, juste, il faut faire pareil en Charente-Maritime. C'est le but en ayant trouvé 500, enfin pour l'instant on a 500 personnes qui lancent le truc, mais... Pardon. Je t'ai relancé. Ouais, excuse-moi. Oui, il faut le lancer sur Voilà, la santé environnementale est très importante, et c'est aussi se dire qu'il faut qu'on fasse attention à tout ce qui est prévention. Parce que c'est vrai que dans notre système de santé actuel, on sait très bien guérir, ou on guérit de mieux en mieux. Mais on est défaillant dans bon nombre d'actions de prévention, que ce soit sur les pesticides, mais plein d'autres sujets. Et voilà, enfin, moi je ne sais pas si tu voulais que je parle sur autre chose, mais voilà. Notre système, vraiment, enfin, moi, pour avoir accompagné un enfant à l'hôpital, on nous a dit, la première chose qu'on nous a dit, c'est on peut le soigner, on va le soigner, mais on n'a pas fait de recherche environnementale sur les causes potentielles, et on n'a pas alerté non plus quelque part les autorités locales pour voir si effectivement il y avait un rôle avec ces facteurs environnementaux. Donc il faut qu'on continue collectivement au niveau de la société à faire pression dans ce sens-là.
Merci. Ce que je propose, c'est que je vais vous donner la parole dans la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. L'agriculture attaquée par mesure. Une façon d'atteindre l'agriculture, c'est la potabilité de l'eau. Or, à Barbezieux, depuis l'année 2000, l'eau que l'on boit à Barbezieux est non potable. Elle est au-dessus de 0,1 au point de vue de l'atrazine, des éthyles, des isopropyles. Et donc, depuis 2019, avec des dérogations préfectorales, ils continuent à nous proposer la même eau, sachant qu'évidemment, il n'y a aucun mot à Barbezieux avec l'eau. Le maire a été affirmatif là-dessus, il est très au courant. Récemment, donc c'était l'atrazine qui était vue. Depuis ce qui s'est passé un peu en Charente-Maritime, il se trouve que ceux qui ont analysé l'eau à Barbezieux se sont préoccupés du chlorothalonil. Or, surprise, depuis les analyses de juillet, c'est toujours au-dessus de 0,1. Et qui plus est, la valeur maximale étant de 0,3, on a des valeurs de 0,59, 0,60, 0, qui sont très nettement au-dessus des valeurs maximales. Donc, il devrait y avoir, là encore, il y a un problème énorme. Donc, personnellement, on fait notre petite lutte à Barbezieux, mais on est tout petit. Et je pense que ce serait assez intéressant qu'au niveau de la Charente, il puisse y avoir une coordination générale de l'étude de la potabilité des eaux de Charente, en particulier sur l'atrazine et sur le chlorothalonil, et puis éventuellement pouvoir faire des actions, parce que tout seul on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'était juste insister sur la potabilité de l'eau. Merci. Alors, merci. Je ne sais pas si nos intervenants d'aujourd'hui vont savoir, enfin de cette table ronde, on est surtout pesticides et santé, vont savoir nous donner des précisions. Est-ce qu'on a des données particulières sur ce type de pesticides avec des maladies attendues? Oui. Enfin, non mais sur le chlorothalonil, il y a quand même une étude de l'ANSES qui est sortie l'an dernier, qui a porté sur tous les départements français, avec recherche dans les eaux brutes et dans les eaux destinées à la consommation humaine. Et donc c'est un très large échantillon. Et on retrouve du chlorothalonil, enfin son métabolite plutôt, dans 50 à 60% des points de prélèvement. Et ce qui est curieux, ce qui interroge, c'est que les taux, que ce soit en eau brute ou en eau traitée, sont très proches. Ça veut dire qu'il n'est malheureusement pas éliminé par les systèmes d'épuration habituels, quoi. Donc ça va coûter plusieurs bras aux petites communes. Alors après, moi je ne sais pas répondre sur la situation charentaise, mais ce que vous dites illustre fort bien ce qu'on lit dans cette étude, quoi. Juste pour comprendre, si j'ai bien compris, tu m'en reprends, hein, je dis peut-être des bêtises aussi. Le métabolite du chlorothalonil, on sait le documenter depuis peu de temps. Et ça a été fait en Suisse initialement, c'est des chercheurs suisses il me semble, qui ont réussi à mettre en évidence la présence de ce métabolite de dégradation du chlorothalonil. Et l'ANSES s'en est saisi derrière et a demandé à tous les producteurs d'eau potable en 2023, courant 2023, de quantifier les taux de chlorothalonil. C'est pour ça qu'on en retrouve partout en France et que là ça fait l'effet boule de neige. Mais combien de métabolites ne sont pas recherchés et pas quantifiés? Voilà, la question est là, c'est-à-dire que là on en a un, on met une Vmax sur un métabolite, donc on parlait d'effet cocktail tout à l'heure. Plus les études scientifiques, plus la recherche va évoluer, plus on va réussir peut-être à en documenter. Et à partir de quand on se dira que c'est plus possible? Je vais faire deux petits compléments. En fait, on sait chercher le métabolite du chlorothalonil depuis 20 ans. Mais ça n'a jamais été fait, ni en Charente, ni ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les dossiers de mise sur le marché, et ça c'est respecté, le pétitionnaire, c'est-à-dire l'industriel qui met la molécule sur le marché, doit fournir la liste des métabolites qui vont se produire, un métabolite, pardon, c'est il y a un ou plusieurs métabolites, sont des molécules dans lesquelles se transforme une molécule mère. Par exemple, là on parle du chlorothalonil qui était un fongicide. Eh bien, quand il va se retrouver dans l'eau ou dans le sol, il va se transformer sous des actions de mécanismes physiques ou chimiques. Il va se transformer en d'autres molécules, c'est ces autres molécules qu'on appelle des métabolites. Et leur toxicité est parfois
même ordre, voire pire que la molécule mère. Donc, quand l'industriel met son produit sur le marché, il doit décrire l'ensemble des métabolites et surtout, il doit fournir une étude de probabilité qu'on le retrouve dans les eaux souterraines. Et en 2004, concernant le chlorothalonil, l'EFSA, c'est-à-dire l'Agence européenne de sécurité de l'alimentation, celle qui autorise les substances actives, celle qui a autorisé le chlorothalonil, sur vote de tous les États, cette agence avait informé les États, dont la France, en leur disant attention, un des métabolites du chlorothalonil a de gros risques de se retrouver dans les eaux souterraines. Donc ça fait 20 ans qu'on le sait, sauf qu'on n'a pas recherché les métabolites dans l'eau, et qu'il a fallu cette étude exploratoire de l'ANSES pour qu'on se rende compte qu'il y en avait un peu partout. Et ça pose une autre question qui est plus complexe encore, c'est qu'en fait, si on élargit un petit peu la focale, en fait, il n'y a pas que des pesticides dans l'eau, il y a aussi des produits de dégradation du plastique, il y a des HAP, il y a plein de choses. Et la question qui se pose maintenant, c'est presque plus quel est l'effet de ce cocktail que simplement l'effet des pesticides. Et il n'y a pas longtemps, il y a une équipe de l'INERIS qui a proposé ça fait quelques années qu'ils l'ont mis au point, mais bon, je suis désolé, moi j'ai appris ça il y a qu'un mois ou deux. Ils ont proposé une méthode d'approche qui va rechercher, par exemple dans l'eau, ses qualités de perturbation endocrinienne. Par exemple sur l'axe œstrogénique, sur l'axe des androgènes, sur l'axe des glucocorticoïdes, etc., avec plusieurs tests, pour pouvoir répondre à la question, est-ce que cette flotte-là, qui contient plein de choses, elle a une activité de perturbation endocrinienne, oui ou non? Et on pourrait faire la même chose sur ces activités cancérigènes. Donc ça serait quand même un progrès, c'est vers ça qu'il faut aller. Le problème, c'est que les conclusions réglementaires, elles ne sont pas simples après derrière. C'est-à-dire comment on sait que c'est les HAP plus que les pesticides, ou les pesticides plus que les HAP, plus que les médicaments, plus que les... Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement complexe. Mais, et là j'en reviens à ce que disait Franck au début, ils ont dit, eux, que la méthode qu'ils avaient employée, c'était, qu'ils voulaient employer, c'était de réduire les expositions. Eh bien, si on est devant une flotte qui est perturbée par qui a une activité de perturbation endocrinienne, il va de soi que dans l'environnement, dans l'air de captage, pas de l'air de captage, le bassin versant complet, il faut réduire tous les toxiques qui ont cette activité perturbation endocrinienne, que ce soit des HAP, que ce soit des pesticides, et d'où renforcer toutes les mesures de chasse à ce type de produits sur les bassins versants, toutes mesures auxquelles s'oppose actuellement l'État. Voilà, moi je voudrais réagir par rapport à ça. Donc ça c'est très intéressant parce que depuis la réglementation des pesticides, tout a été mis en place molécule par molécule. C'est-à-dire on autorise au niveau européen une molécule qui fait partie du bidon que va utiliser l'agriculteur, que le fabricant appelle substance active. Après, il y a des coformulants et ainsi de suite. Mais on parle à chaque fois molécule par molécule. On sait très bien que les formulations qui sont choisies par les fabricants, elles sont là pour avoir un effet tueur, soit sur des insectes, soit sur des champignons, etc., soit sur des herbes, en fonction du choix, de la cible agricole souhaitée. Mais en travaillant molécule par molécule, en fait, comme il y a une variété de molécules qui est très très importante, ça demande des budgets considérables pour pouvoir attaquer une molécule après l'autre. Et pendant très très longtemps, le combat sur les pesticides, il s'est mené molécule par molécule. Depuis la publication de Printemps silencieux par Rachel Carson en 67, il me semble, et l'interdiction du DDT en usage agricole, voilà, mais c'était une molécule. Et depuis longtemps, on a des combats comme ça, où on arrive à prouver, on a des niveaux de preuves qui augmentent sur la dangerosité de certaines molécules, et du coup on les interdit. Mais le temps qu'on en interdise une, les industriels, ils en ont mis 10 nouvelles sur le marché. Et du coup, on est dans un combat sans fin, et dans une logique où jamais on n'arrivera à éliminer toutes ces molécules-là. Et donc là, le fait d'avoir un protocole où on n'est pas à chercher, parce que souvent dans l'eau, on a des protocoles aussi où on va chercher une molécule, et puis si on en cherche 50, ben on va aller chercher les 50 les unes après les autres. Et là, le fait d'avoir un protocole qui vienne sur un effet biologique,
c'est drôlement intéressant et je trouve que c'est vraiment une rupture par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et je te laisse la parole. C'était pour ajouter une parenthèse sur les seuils. Ce qu'on sait aussi, et c'est un peu pervers, c'est que les pesticides qui ont un pouvoir de perturbation endocrinienne, comme tous les perturbateurs endocriniens qui ne sont pas des pesticides, on n'est pas capable de déterminer à partir de tel ou tel seuil en réalité. Il y a des seuils réglementaires, mais on ne sait pas à partir de quel seuil ça peut donner des maladies, parce que ce qu'on sait avec le mécanisme de perturbation endocrinienne, c'est que des doses infimes, parfois ont des effets très puissants, en dessous des seuils qui sont déclarés. Et donc en fait c'est quelque chose qui remet totalement en cause le dogme qu'on a tous appris nous, pendant les études de médecine, qui est le dogme de Paracels, je crois, 19e siècle. Et en fait, aujourd'hui d'ailleurs, les gens qui veulent vous rassurer à tort, pour dire bon, la bio, etc., ils vous racontent qu'en dessous du seuil, quand vous êtes en dessous du seuil, c'est ok, il n'y a pas de souci pour la santé. En fait, on a bien des données qui prouvent l'inverse. Juste une précision pour que vous visualisiez le truc. Un estrogène, c'est quoi? C'est une petite pincée de sel dans une piscine olympique. D'accord? C'est ça l'action d'un estrogène dans un organisme féminin, et c'est à peine moins chez l'homme. Voilà. Et donc, quand on pense hormones, en fait, il faut penser dose infinitésimale. C'est pour ça qu'il ne faut pas des kilos pour les perturber. Puisqu'en face, on nous dit souvent, ah oui, non mais c'est rien du tout les quantités dont vous parlez. C'est simplement parce que maintenant on a des outils de mesure extrêmement performants, donc on peut les mettre en évidence. Alors c'est vrai qu'il y a des outils de mesure extrêmement performants qui permettent de les mettre en évidence, mais c'est vrai aussi que l'action hormonale, elle se situe au picogramme litre, quoi. Et des fois effectivement un peu plus, mais c'est vraiment des doses de l'ordre de ce que je viens de vous dire. Donc ça, il ne faut pas beaucoup pour le perturber. Une question dans la salle. Oui, Laurent Rousseau, je suis paysan bio en Charente. Et on entend de plus en plus dans les rangs des agriculteurs bio des phénomènes de pollution sur nos voisins de plus en plus. On a eu le cas par exemple automne de 2013 sur les récoltes de sarrasin qui n'étaient pas récoltées au moment où les semis des céréales conventionnelles se sont faites, et avec ce nouvel herbicide qui est mis très très tôt, juste après ce nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, cet herbicide, c'est le prosulfocarbe et tous ses cousins germains qui sont mis dès le semis, et on aurait un soupçon que les adjuvants, les coformulants, tout ça, ils auraient été modifiés pour que ces produits-là soient moins lessivables dans les eaux et se retrouvent, à contrario, plus à partir dans l'air. Et au moindre rayon de soleil, ça s'évapore et ça peut partir. Et ça peut aller, on parle de 300-400 km. Et donc c'est pour ça qu'au nord de la Loire, tous les sarrasins bio ont été déclassés, parce qu'ils étaient tous porteurs de cet herbicide. On a vu aussi des agriculteurs, pommiculteurs, comment on dit, qui sont producteurs de pommes, qui ont vu toutes les fleurs de leurs pommiers tomber. Après l'application d'un herbicide connu depuis des décennies, c'est un herbicide maïs, l'alachlore, qui, pareil, bizarrement, est parti dans l'air plutôt que dans l'eau. Et cet alachlore est venu polluer les pommiers et ruiner l'agriculteur, producteur de pommes. Aucune fleur n'a survécu. Donc, face à la pression sur l'eau, on voit les chimistes sont en train de modifier les choses pour que ça parte moins vers l'eau, mais ce n'est pas pire. Puis il n'y a pas de seuil réglementaire dans l'air. Merci pour cette question. J'en profite pour faire une incise là-dessus. Vous savez que Nicolas Thierry, qui est député français, porte un projet de loi pour l'interdiction des PFAS. Et Génération Future a demandé il y a peu de temps quels étaient les produits phytosanitaires, les pesticides qui étaient aussi des PFAS. Et en fait, on a eu la réponse récemment.
il y a à peu près 15% des pesticides qui sont aussi des PFAS. Donc les PFAS, c'est des perfluorés, c'est des molécules chimiques avec des liaisons carbone-fluor qui sont très très stables dans l'environnement, qui sont utilisées dans les poires à frire parce qu'elles sont anti-adhésives, dans des vêtements textiles parce que c'est déperlant, etc. Et donc tout ça, c'est aussi utilisé dans les pesticides. Alors peut-être pour avoir les propriétés dont vous parlez, certaines, on a peut-être des PFAS dans les pesticides. Donc pour le moment, on a la réponse uniquement sur les substances actives, mais on peut supposer qu'ils soient utilisés beaucoup plus largement, avec une problématique, ça fait partie des molécules qui sont très très rémanentes dans l'environnement. Je vais juste rebondir sur le prosulfocarbe, Pierre-Michel aussi. Le prosulfocarbe est un produit très volatile. Nous, il a été présenté comme tel en Charente-Maritime. Et en parlant de failles, on en a encore une qui est énorme, c'est-à-dire que les producteurs conventionnels n'ont pas le droit d'aller épandre du prosulfocarbe à moins de 500 mètres des cultures cibles, donc les cultures bio, pour ne pas les contaminer. C'est la législation. Sauf que nous, il passe à 5 à 10 mètres des potagers des riverains. Donc là, il y a une faille énorme, c'est-à-dire que si on veut prendre en compte la santé économique des agriculteurs bio, il faut aussi prendre en compte la santé de tout le monde. Et là, c'est vraiment une faille énorme. Oui, je voulais insister sur le fait que vous avez raison de pointer le rôle des coformulants. Et là, je prends ma casquette de secret toxique. Là-dessus, c'est exactement le but de la coalition secret toxique, c'est de faire enfin prendre en compte dans l'évaluation aussi bien sanitaire que éco-toxicologique des coformulants, c'est-à-dire que la formulation complète, c'est-à-dire celle qui est utilisée dans les champs, soit testée et non pas la substance désignée par l'industriel. Il va vous dire celle-là c'est la substance active et j'ai fait mes études là-dessus. Certes, mais comme vous le dites, les coformulants qui sont associés, ça va changer complètement le devenir du produit dans l'air, dans les sols et dans nos organismes. Alors, une nouvelle question là-bas. Alors, nous sommes 4 sur la tribune, 4 hommes. Donc j'en suis désolé, c'est comme ça le casting. Pour le moment, il y a déjà eu 2 questions. Et il y en a une troisième, c'est encore un homme. J'espère qu'il y aura bientôt des femmes qui leveront la main. Et après vous, madame. Oui, du coup, je vais peut-être recentrer aussi sur les femmes dans ma question et sur les enfants. Je voudrais revenir sur ce qui a été abordé, notamment sur ce qui touche aux 1000 premiers jours de l'enfant, cette histoire d'ordonnance verte, notamment. Le sujet aujourd'hui, ce sont les pesticides. Pas de souci, hein, tout ce qui a été dit est plus que pertinent. C'est important qu'on ait connaissance de tout ça, et notamment de ces effets cocktails. Cependant, alors oui, je suis maire adjoint sur une commune, et notamment en charge de tout ce qui touche, on va dire, à la transition écologique, et aussi sur la partie restauration scolaire. Ce que je veux dire par là, et on a engagé aussi une démarche autour des 1000 premiers jours de l'enfant, et notamment avec le réseau Rego Crèche au niveau Nouvelle-Aquitaine, qui est très dynamique, hein. Il y a un super réseau qui peut amener du conseil. Et c'est vrai que quand on se penche sur le problème, certes il y a l'alimentation, et donc du coup les process et l'agriculture bio qui va bien, mais il y a les plastiques, il y a les produits d'entretien, il y a les cosmétiques, il y a tous les matériels, ce qu'on appelle les matériels éducatifs, hein, les peintures, les colles, il y a le mobilier. Et donc, en fin de compte, c'est une approche systémique qu'il faut avoir si vraiment on veut protéger tout le monde et agir sur tout. Mais on va retrouver les mêmes, hein, les industries chimiques qui sont derrière et qui sont toutes puissantes. Et je sais que moi, je suis intervenu à plusieurs reprises, notamment au niveau des PRSE, hein, plans régionaux santé-environnement, très louable, hein, il n'y a pas de souci. On nous dit il faut lutter, mais en même temps, le même État autorise les mises sur le marché. Donc c'est une lutte perpétuelle, mais je pense quand même que les collectivités ont un rôle énorme à jouer là-dessus. Il faudrait beaucoup plus former d'ailleurs les élus, les sensibiliser là-dessus, de façon à ce qu'il y ait toute une chaîne qui se mette en route. Merci pour ton intervention, Niki, qui est complètement pertinente. Tu parlais de former les élus, ça prend du temps, et c'est primordial. En fait, par département, on est très peu à essayer de sensibiliser les élus.
en tout cas je parle pour les médecins, dans les formations initiales et les formations continues, c'est très peu abordé. C'est pas du tout abordé dans les formations initiales, c'est-à-dire à la fac des médecins, ce n'est jamais abordé. Et dans la formation continue, ça commence, il y a des prémices. Et d'ailleurs, Pierre Michel en a été l'instigateur quelque part grâce à une formation qu'il a fait à une trentaine de personnes il y a quelques années, avant Covid. Moi, j'essaie de me faire le relais de ça. Il y avait le Grand Cognac, 2 années de suite, qui avait demandé à ce que j'intervienne pour sensibiliser les agents, les politiques, etc. Donc ça, c'est des démarches qui sont intéressantes. C'est vrai qu'on est trop peu. J'espère que les soignants, au travers de notre appel, vont se mobiliser, parce que, enfin, c'est ce que je disais là, après les vies de famille, il faut réussir aussi quand il y a des interventions diverses et variées, il faut mais voilà, il y a un gros manque aussi côté médical pour être sur le terrain et sensibiliser les élus. En tout cas, puisque tu es élu à la Couronne, je pense que c'est important de le nommer, la Couronne, c'est la première ville de Charente qui a la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, donc je pense que ça s'applaudit. Oui, bonjour. Voilà, moi je fais des enquêtes agricoles depuis longtemps. En général, les enquêtes, je les fais auprès d'éleveurs ou de céréaliers. Et là, exceptionnellement, j'étais vers Rouillac, donc j'ai rencontré, on va dire, une cinquantaine d'exploitants agricoles. Et j'ai eu une drôle d'impression. J'ai eu, en effet, une intuition, c'était pas autre chose. Hein, de me dire, il y a un peu trop de malades. J'ai trouvé dans l'environnement familial de ces exploitants. Et je me suis dit, mais si en effet il y avait réellement un problème sur cette région-là, qui est quand même très spécifique, puisqu'il y a quand même 3 maisons de cognac qui font la pluie et le beau temps pour la viticulture, il n'y a pas d'aide de la PAC. Donc en fait, finalement, moi je vois par rapport aux autres exploitants qui sont beaucoup plus... Ils ont plus l'habitude de regarder ce qu'ils mettent dans les champs. Et en viticulture, j'ai l'impression que ils regardent moins, parce qu'il n'y a pas d'aide, ils ne sont pas obligés de la même façon que les autres, forcément. Comment on pourrait savoir si en effet il y a vraiment un problème dans ce coin-là? Je me suis dit, mais est-ce que les médecins dans le coin, ils voient quelque chose ou pas? Voilà. Alors, il y a un truc qui est pratique en France, c'est que pour répondre à votre question, il faudrait par exemple un registre des cancers national. Il n'y en a pas. Il faudrait, je sais pas moi, alors à ce moment-là on va trouver une autre pathologie, les registres du Parkinson et les maladies neurodégénératives. Ah ben il n'y en a pas non plus. Bon, donc voilà, donc les gestionnaires de la santé, pour le dire gentiment, ils se complaisent depuis 60 ans dans une situation d'ignorance. Et voilà, je veux dire, donc à partir de là, on a des données générales, c'est-à-dire les pesticides de façon générale entraînent plus de Parkinson, plus de ceci, plus de cela, mais on ne sait pas forcément affirmer les choses à l'échelle d'un territoire. Bon, c'est comme ça. Je rappelle le parallèle avec l'étude Géocap chez les enfants. Là, il y a un registre national des cancers de l'enfant, même s'il est imparfait, mais il existe. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir la réponse sur les zones viticoles. Pour Géocap, j'ai pas lu ce qu'il y avait dans Géocap, mais est-ce que par région, est-ce qu'on voit des choses au niveau régional, local? Oui, dans Géocap, vous voulez dire? Oui. C'est conduit sur 6 régions viticoles. Et alors après, il y a toutes les limites du... Comment? En fait, une étude épidémiologique, ça cherche des corrélations statistiques. Donc, il ne faut pas se mentir, il faut du nombre pour que ça sorte. Parce que les risques que l'on met en évidence... sont des risques faibles, ça ne marche plus, je crois. Et puis, je crois que ça clignote de partout. Ça va exploser, mais ça n'a pas l'air de marcher. Les risques environnementaux par rapport à des risques professionnels en milieu fermé, ils sont relativement faibles. C'est-à-dire qu'on va trouver des augmentations de risque de 1,3, 1,2, des choses comme ça, 1,4, 1,5, mais c'est jamais du 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc il faut des grands nombres pour voir ça. Et l'étude Géocap, justement, quand on commence à la saucissonner un petit peu trop,
et qu'on regarde juste par région, là on raisonne sur des plus petits nombres et c'est plus difficile à voir. Et elle souffre d'une autre faille, c'est qu'en fait pour comprendre ce qui se passe à l'échelle des régions, il y a une autre chose fondamentale qui manque et qui n'a toujours pas été mise en place ni en France ni ailleurs en Europe, mais qui a été mise en place en Californie depuis les années 60, et c'est pour ça qu'on a de la littérature épidémiologique, c'est grâce aux Américains, c'est la publication des données utilisées à la parcelle. C'est-à-dire, les agriculteurs sont obligés de noter ce qu'ils utilisent comme pesticides, quand, où, quelle dose, etc., à quel moment, et de le noter dans un petit carnet, sauf que ces données ne sont pas accessibles, et pour l'instant ne sont pas accessibles même aux chercheurs. Et donc les chercheurs de Géocap, ils n'ont pas eu accès à ces données. Enfin, c'est renversant, quoi. Enfin, c'est juste... voilà. Juste un petit témoignage de ce que nous on fait à La Rochelle en termes de documentation scientifique sur les cas de cancer. On a, c'est là où c'est très important, les collectivités, elles ont un rôle à jouer, et puis quand elles mettent en place, nous on a un contrat local de santé qui a été mis en place, et c'est du coup le PRSE 4 qui est décliné sur l'agglomération de La Rochelle, et dans ce cadre-là, la collectivité a demandé une expertise de l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, qui a pu fournir des chiffres pathologie par pathologie et suivant le type de personne, homme ou femme. Et là, on arrive à avoir quand même des données. Alors, elles sont parfois incomplètes, mais voilà, du côté des collectivités, elles peuvent peut-être... On demande ce qu'on veut, et dedans, on a les cancers du sang, on a le type de pathologie, et on a, suivant si c'est... on n'a pas les expositions. Mais si sur un territoire, on se demande quel type de pathologie, s'il y a une surincidence, on peut, via l'Observatoire régional de santé, demander des compléments d'information. Oui. Pour compléter, alors oui, les médecins se questionnent, en particulier en Charente. En Charente, c'est d'ailleurs le fleuve Charente, c'est le fleuve le plus pollué de France en pesticides. On est aussi dans le top 3 de la production et de l'utilisation des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les fameux CMR. Et on est dans le top 3 du glyphosate puisqu'on a la vigne. Donc on a tout pour plaire. Donc forcément, il y a des maladies. Donc les médecins, individuellement, qui ont la tête quand même dans le guidon, ils se questionnent, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, ils sont de moins en moins en plus. Et en plus, on ne leur donne pas les moyens de faire remonter l'information. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, j'ai un patient que je connais bien, 40 ans, on lui découvre un cancer du rein. C'est le premier cancer de sa famille. Il y a eu des agriculteurs dans sa famille, etc. Et puis l'urologue qui le prend en charge lui dit il va falloir faire une recherche génétique. La personne dit oui, alors pourquoi pas, mais en fait il n'y a personne dans ma famille qui a aucun cancer. Je suis le premier à 40 ans. Quelqu'un qui n'est pas agriculteur. Et du coup, en fait, scolairement, il va faire son conseil génétique au CHU de Poitiers, etc. Sauf qu'en fait, donc, à Poitiers, on vous fait faire une prise de sang, etc. Et puis on fait une généalogie. Et puis, finalement, le résultat tombe, ce n'est pas génétique. Et donc la personne dit, est-ce que maintenant il y a la même chose pour du conseil santé environnementale? Parce que jusqu'à présent, on ne m'a pas questionné sur mes facteurs de risque, où est-ce que j'ai habité, est-ce que j'ai habité à côté des vignes, combien de temps, est-ce qu'il y a eu d'autres expositions, etc. Est-ce que j'ai été coiffeur, que sais-je. Et donc il n'y a pas de recueil de données. On n'a aucun recueil de données. Donc en fait, on se heurte à quelque chose, et pourtant c'est dans un CHU. Et donc la personne s'en émeut auprès du conseil génétique en disant, ce serait peut-être bien de faire une consultation dédiée à ça, pour faire du recueil de données. Et puis, on tombe dans le vide, quoi. Voilà. C'était juste ce témoignage que je voulais faire, c'est-à-dire que les médecins sont aussi quand même assez impuissants à ça. À la salle. Et puis tu embrayeras ensuite, Pierre Michaud. Oui, bonjour. Je voudrais juste évoquer le sujet que Jackie Bonnet a évoqué sur la formation à la fois des soignants, des professionnels de santé, du grand public et aussi des élus. Je suis professionnelle de santé et formatrice en santé environnementale. Et je me heurte à une grande difficulté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en désertification médicale. Et donc les médecins sont submergés. Et les offres de formation, ils ne peuvent pas en fait les suivre. Physiquement, ils ne peuvent plus. Ils sont déjà débordés.
Les élus, alors les élus, c'est une bonne question. Il y en a très peu qui se sentent concernés. Les services, oui, le sont, mais on attend de la commande politique. Donc, quand on organise une formation pour les élus, il y a très peu d'élus qui viennent. Hein. Je le sais, puisque j'ai été ancienne élue, j'ai essayé de motiver un peu en inscrivant dans les CLS, dans un CLS et dans une agglo, le sujet de santé environnementale, qui a été très difficile à faire passer. C'est des graines qu'on plante, on essaie de voir si ça peut donner quelque chose. Eh bien, je peux vous dire que même s'il y a une offre de formation, eh ben, c'est très très difficile de trouver les gens, qu'ils soient soignants, qu'ils soient élus. Alors, sur le grand public, c'est un petit peu plus facile parce qu'effectivement, les gens commencent à se sentir concernés, donc le sujet intéresse. Et donc j'arrive à former dans les entreprises une multitude de gens. Alors je cible un peu plus les entreprises liées à la santé. Donc ça m'arrive d'arriver à former des professionnels de santé quand même. Mais c'est extrêmement difficile. Alors il y a des bonnes volontés, les CPTS, les maisons de santé, ce dont vous avez parlé, Monsieur Delarue, sur la prochaine formation. Il va y en avoir une en Nord-Charente au mois de juin, organisée autour de Ruffec, mais je crois que ça va se passer à Soyaux, enfin je ne sais plus exactement. Il y a des tas de petites interventions locales qui n'arrivent pas à fédérer, et je rejoins le monsieur qui disait pourquoi il n'y a pas une dimension, une coordination de toutes ces bonnes volontés. Alors peut-être que ça doit passer par le politique, Jackie Bonnet au boulot. Il vous en fait déjà énormément, je sais. Voilà, donc je voulais savoir si au niveau... Pourquoi ne pas essayer de faire plus peur aux gens? Parce que ça fait peur quand même, la santé environnementale. Tout devrait passer par la santé environnementale. Donc, quelque part, comment tous ces collectifs... Alors, vous voyez, je vois toutes ces associations qui sont très dispersées, en fait. Chacun y va de son contexte, de son objectif. Pourquoi il n'y a pas quelque chose d'un petit peu plus coordonné? Je ne sais pas si... Ce qu'on peut... Enfin, je ne sais pas si c'est un commentaire plus qu'une question, mais voilà, je pense qu'on va être assez nombreux à partager ce point de vue de la nécessité d'agir. J'avais vu des études il y a un certain temps sur la culture scientifique de nos élus. Alors je crois que c'était sur les députés, et qui montrait que sur tout un tas de sujets scientifiques, la culture générale scientifique des députés était bien inférieure à la culture scientifique générale de la population générale. Donc nos représentants ont besoin d'être formés, et c'est une évidence, pour pouvoir faire face au sujet qu'on a aujourd'hui. Alors, je te laisse répondre. Donc après, il faudra qu'on fasse attention au timing aussi. Voilà. À cette intervention. Merci. C'est une excellente question qu'on se pose nous tous les jours. Effectivement, on est de moins en moins de soignants, donc c'est compliqué. Il y a quelques années, un autre médecin généraliste, Jean Guillet, qui est maire à Châteauneuf, qui est sensible aussi à cette question, et moi-même, avec le collectif Vigilance OGM et pesticides, avec Charente Nature et avec Que Choisir Charente, on avait fait une action qui avait duré 1 an, où on avait auditionné tout un tas d'acteurs du milieu associatif, des syndicats agricoles pour se rapprocher d'eux, etc., de tous les syndicats agricoles, les parlementaires, etc. On avait fait un premier recueil, et puis ensuite, sur un deuxième recueil, c'était l'objet d'un deuxième travail, on avait fait nos propres recommandations, et on nous avait dit à l'époque, oui, ce sera porté à l'Assemblée nationale. Ça ne l'a jamais été, évidemment. Ça a fait pchit, et là, c'était une tentative de tous nous réunir pour faire une... Ça avait été relayé par la presse, etc., mais on n'a pas derrière de soignants ou d'autres personnes, même du grand public, qui s'est mobilisé trop sur ces questions. Ça, c'est le premier point. Et je sais plus, j'ai mangé ce que je voulais dire à la suite. Ça va me revenir au moment où je vais passer le micro. En tout cas, voilà. En tout cas, il y a eu cette tentative-là. Si ça me revient. Après, il ne faut pas du tout négliger, en particulier sur le plan des pesticides. C'est plus facile sur les perturbateurs endocriniens parce que les lobbies sont un peu plus loin. Mais sur le plan des pesticides, il y a des résistances locales gigantesques. Il faut voir ce qu'on se prend dans la figure quand on intervient, même nous médecins.
qu'ils en vendent. Hein. Moi, je me suis fâché avec le président de la Chambre d'agriculture il n'y a pas très longtemps. Oh, c'est oh non. Et en fait, ce président de la Chambre d'agriculture, donc Christian Dagnou, pour ne pas le nommer, il est très influent. Ils sont très influents parce qu'ils sont dans les syndicats d'eau, ils sont proches des élus, les petits marchés de producteurs locaux. Alors on insiste beaucoup sur le local, on évite bien de parler du bio toujours, c'est évident. Et donc en fait, il y a ces résistances parce qu'il y a des connivences, y compris locales. Et le président de la Chambre d'agriculture, ce n'est pas juste un syndicaliste, c'est un lobbyiste local qui raconte des bêtises en permanence et il le fait volontairement, sciemment. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ces connivences-là aussi qui créent énormément de résistance, qui créent le flou et qui créent la fabrique du doute dont je parlais tout à l'heure. Et sur les médecins, sa tentative actuelle, c'est pas la première fois, mais c'est de dire, mais oui, vous les médecins, vous prescrivez aussi des médicaments qui ont des effets indésirables. Donc circulez, il y a la mémoire. Donc il ne faut pas négliger aussi ça. Si je peux juste ajouter un truc sur la nécessité de travailler en commun avec plusieurs associations. Sur un aspect, j'y reviens, c'est secret toxique. Sur un aspect qui est justement le problème de la réglementation, on a réuni quand même un peu plus de 75 associations et on a un travail hebdomadaire avec des politiques, c'est-à-dire qu'on les tient au courant toutes les semaines de où on en est dans l'avancement de tel truc, tel machin et tel bidule pour faire avancer telle contestation de ceci ou de cela. Et donc c'est ce travail-là qui est mené sur un sujet. Donc ce que je veux dire, c'est que ça se fait pas sur tout, mais pour que ça se fasse sur tout, il faudrait qu'on soit vachement plus nombreux. Et c'est voilà. Et en tout cas, la méthode, moi j'ai découverte en travaillant avec Secret Toxique, la méthode, puis Benoît Biteau vous en parlera tout à l'heure, et me paraît pertinente, quoi. Voilà. Alors, il est 15h30, on a commencé un petit peu en retard, mais comme il faudra qu'on libère la salle à l'heure, ce que je vous propose, il y a 2 questions, on va prendre les 2 questions d'un coup, et puis après un lot de réponses. Bonjour tout le monde, je participe à la lutte contre l'incinération. Et récemment, nous avons eu une conférence qui comprenait les médecins, Charente Nature et Zéro Déchet et compagnie. Et les médecins nous ont bien prévenus qu'il y a création de molécules et de micromolécules et de micro-molécules à la suite de l'incinération. Voilà. Cependant, vous parliez tout à l'heure de statistiques autour de Paris. On nous a bien dit de ne plus manger les œufs et les productions. Donc il se passe quelque chose quand même. Il y a quelques informations qui finissent par passer dans le grand public. Hein. Voilà. Donc c'était les 2 problèmes que je voulais soumettre. Voilà. Donc création de microparticules, qui ne sont pas encore toutes définies d'ailleurs, hein, qui sont en cours de détection, qui sont particulièrement nocives dans le cas d'un incinérateur, et donc ce problème statistique qui existe déjà dans certaines régions pour lutter contre les pesticides, soit apportés par l'agriculture, soit créés par l'industrie. Merci pour cette double question. Je vais en rajouter au moins une 3e, et après je vous laisse répondre et on conclut. Oui, bonjour à tous. Bon, moi je suis un ancien agriculteur, j'ai arrêté il y a bien longtemps, mais j'ai pu voir un certain nombre de choses. D'abord, la détérioration globale du monde agricole au niveau des sols. Les pesticides mis il y a 50 ans, je me rappelle en 66 quand on nous a présenté le Gézatop, la Simazine, quand ça se détruit, ça se détruit au bout de quelques mois dans les sols, ok. À l'époque, moi je suis du canton de Barbezieux, tout le monde avait des vaches, tout le monde mettait du fumier tous les 3 ans, les vies organiques dans le sol, elles existaient. Aujourd'hui, on peut parler des pesticides, le problème c'est que, est-ce qu'il y a une vie dans le sol pour arriver à les contrer? J'ai bien peur que non. Ça c'est un gros problème. La nature des sols qui s'affaiblit, avec une augmentation ou une stagnation des produits utilisés. Si on compte qu'en plus de ça, il faut des années pour que ça percole jusque dans les nappes, c'est pas en arrêtant demain matin l'emploi des produits qu'on verra l'arrêt dans les niveaux d'eau. Je vous souhaite bon courage à tous.
Mais c'est fondamental au niveau du comment on résoudra le problème. Oui, effectivement. Donc peut-être là-dessus, tout à l'heure, sur la table ronde suivante, on aura des agriculteurs qui seront plus à même de répondre sur ce point-là. Je vais quand même parler de l'expérience de la ville de Munich, qui, il y a 30 ans, a réussi à faire passer en bio, parce qu'ils avaient des problèmes de contamination aux pesticides de leur captage en eau. Et en quelques années seulement, après avoir converti en bio les surfaces agricoles autour de la ville, ont vu descendre les taux de pesticides. Donc il y a des phénomènes qui sont sur du long terme, et ça peut arriver aussi d'avoir des phénomènes sur le court terme, heureusement. Donc il y a quand même des signes d'encouragement là-dessus. Voilà. Alors après, sur les incinérateurs, peut-être un mot ou deux. Oui, alors sur l'incinérateur qu'ils veulent mettre en place là, alors ça c'est une nouvelle problématique dont la Charente n'avait pas, dont on n'avait pas besoin franchement. Ce méga, en plus c'est un giga ou un méga, je sais pas comment il faut dire, un truc gigantesque avec une cheminée énorme qui voudrait être installée aux portes d'Angoulême, ce qui pose des grosses questions parce qu'il y a des vents d'ouest, etc., qui vont balayer toute l'agglomération. Effectivement avec des données très très préoccupantes, avec des métabolites qui sont en particulier des perturbateurs endocriniens, etc. Donc ça va se rajouter à la pollution environnante, si ça se fait. Ce que je propose... Ouais. Juste sur la question de monsieur, comment on fait pour s'en sortir, nous on pense vraiment que c'est la véritable transition agricole qui va nous permettre de sortir de ces produits-là. Pour la petite anecdote, autour de La Rochelle, on a un puits de captage qui alimente un tiers de la ville de La Rochelle. Autour de ce point de captage, la ville de La Rochelle a acheté 18 hectares de terre convertis au bio depuis plus de 20 ans, a planté des forêts, et pourtant on a fermé les puits de captage. Pourtant on a fermé les puits de captage parce que les taux de nitrate et les taux de métabolites de chlorothalonil sont énormes. Les Vmax s'en approchent, donc voilà. Même si on prend certaines mesures, dans certains endroits c'est insuffisant, et la seule chose à faire c'est organiser cette transition agricole, donc, et puis cette sortie des pesticides. Voilà, donc peut-être vous avez envie de laisser un petit mot de conclusion à chacun d'entre vous. Non, c'est bon, c'est fait. Non, c'est bon. Donc ce qu'on comprend, c'est que pour sortir des conséquences sur les pesticides, sur la santé, eh ben, on a des attentes importantes sur l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on va passer à la table ronde suivante. On va vous proposer une petite pause entre-temps. Si certains ont besoin d'aller aux toilettes, en sortant à gauche et puis après à droite, il y a 3 toilettes, donc pas tous en même temps. Et puis on reprend dans 10 minutes. J'ai un message que j'ai omis au tout début, c'est que vous avez entendu beaucoup parler de Secret Toxique. Donc Secret Toxique a édité un livre suite au film qui a été fait. Le livre est encore plus complet que le film. Et si vous voulez l'acheter, on ne l'a pas là, mais vous demandez à vous inscrire et on vous donnera toutes les coordonnées pour vous faire parvenir. Voilà.